Oyez, oyez, boucanier, flibustier, corsaire, pirate, capitaine, bienvenue dans cette critique ciné subjective. Ah, comment oses-tu comparer corsaire et pirate? Je rêve. Non mais si tu rêvais, il y aurait du rhum. Bref, comme vous l'aurez compris, nous allons évoquer, même j'ai envie de dire parler, de Pirates des Caraïbes 5, la vengeance de Salazar. Une vengeance? Hop, 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 hop. Pas de spoil. Pas de spoil. Bref, c'est un film de Joachim Ronning et de Espen Sandberg. Excusez-moi si les prononciations sont pas bonnes, je sais pas. Enfin voilà. Bref, passons. 2h09 de fourberie, de scapin. Elle était pourrie celle-là. Bref, 2h09 d'humour, de piraterie, d'aventure, de tour de passe-passe, de pirouettes. En plus, on se retrouve avec quelques caméos qui font lien avec le troisième opus, et ça fait plaisir. Au niveau de l'histoire, on se situe juste après le quatrième volet, qui, faut le dire, est plutôt décevant. Je dirais même pourri, hein, parce que bon, pas de bataille en mer, pas de piraterie, nul, zéro. C'est pas faux, hein. Dans le quatrième opus, on a un peu perdu, on va dire, l'ambiance des trois premiers pirates des Caraïbes. Soyez ravis que dans le cinquième, on retrouve cette ambiance. C'est sûr. Je le trouve pas aussi bon que les trois premiers. Hein. Ah, je suis d'accord, hein, on est un peu en deçà des trois premiers opus, mais on est largement mieux que La Fontaine de Jouvence au final. J'ai envie de dire que ce film-là, je l'ai apprécié, je me suis pas ennuyé. Bon, il y a quand même quelques petites choses qui sont pourries, franchement. Ouais. Ah, j'irai pas jusque-là quand même. Il y a des petits ratés par-ci par-là, mais ça reste comme un bon film. Pour moi, Disney a rempli ses objectifs. Clairement, c'est un film qui m'a diverti. J'irai pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais ça reste un bon film. Surtout quand on voit le quatrième. Voilà. Donc, allez le voir. Franchement, il vaut le détour. Si vous ne l'avez encore pas vu, restez jusqu'à la fin, parce qu'il y a une scène post générique, parce qu'elle est vraiment à la toute fin du générique, comme ils l'ont fait, en fait, juste pratiquement tous les Pirates des Caraïbes. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Attention, spoiler! Du coup, commençons par le scénario. Le scénario est plutôt pas mal, il est rythmé, il est correct. Non, mais le scénario, ils nous ont pondu le même scénario qu'aux épisodes précédents. Un Jack qui démarre au fond du trou, qui a pas son bateau, et qui à la fin le récupère. Bon, sur les 4 opus, il y en a qu'un où il le récupère pas, où il le perd à la fin. Le troisième. Les autres, il le récupère à la fin. Ah, le scénario, il a bien changé, hein. C'est la même chose qu'avant. Rien de nouveau, c'est que du vieux. Oui, non, ça c'est sûr. Mais globalement, on nous apporte d'autres informations qui, je dirais, ne sont pas vitales, mais apportent un petit plus, comme notamment une partie de l'histoire de Jack, comment Sparrow récupère... Capitaine Jack Sparrow. Oui, Capitaine Jack Sparrow. Du coup, je disais qu'on en apprend un petit peu plus sur l'histoire de Jack, notamment comment il a récupéré le Black Pearl, comment il a récupéré le compas, on en apprend un petit peu plus aussi sur Barbossa, avec on découvre sa fille. Voilà, c'est sûr qu'il ne révolutionne pas du tout la Pirates des Caraïbes, enfin, tout l'univers, il le fait. On retrouve en fait au final ce qu'on trouvait dans les premiers opus. Rien de grand nouveau, mais au moins c'est quelque chose qui plaît et qu'on a plaisir à voir en fait au final, tout simplement. Ah oui, c'est sûr que c'est du réchauffé, hein. Ça y a pas photo, hein, mis à part le méchant qui change, et encore, le méchant change, mais en fait la manière de détruire le méchant ne change pas, c'est-à-dire qu'on trouve un objet qui permet de le détruire. Alors, soit c'est le cœur qu'il faut tuer et qui est remplacé par quelqu'un, soit c'est et remettre toutes les pièces dans un coffre et le méchant est vaincu et après on peut le tuer, soit faut prendre le sceptre de Poséidon là pour tous les avoir. D'ailleurs, tu parlais de la fille de Barbossa, c'est quand même très mal amené et ça n'apporte rien de bien intéressant en fait au final. Plutôt, enfin, je dirais pas que c'était trop, mais c'était pas nécessaire non plus. Ah oui, c'est sûr que la fille, quoique, si, elle permet quand même de justifier la mort de Barbossa à la fin, de justifier l'acte héroïque qui va faire la fin et qui va
potentiellement mourir, parce qu'on est, attention, pas sûr qu'il soit mort, hein, parce que autant Salazar il se prend un coup d'épée dans le dos, autant pas Barbossa, donc je trouve Barbossa est encore en vie. Mais à part justifier ça, c'est sûr que le fait que ça soit sa fille, ça n'apporte pas grand chose au final, on n'apprend pas grand chose de l'histoire, on apprend qu'il a potentiellement laissé tomber sa fille, dès la naissance, on sait pas ce qu'il est devenu de la mère, enfin on sait pas trop ce qu'il est devenu de la mère, sûrement qu'elle est morte en couche, un peu quelques années plus tard, et voilà, bref, comme ça. Mais, surtout là où c'est la mort de Barbossa, quoi. Par contre, elle, c'est un personnage auquel on s'était attaché, parce que même si c'était le rival de Jack Sparrow, et qu'au final le héros, on peut appeler ça un héros, c'est Jack Sparrow, Barbossa c'est quelque part son rival, pas forcément le méchant, mais ça reste un rival. Et si vraiment il meurt, ça va être une perte pour la suite, parce que la complicité, enfin la dualité qu'ils avaient tous les deux était extrêmement intéressante. Oui, bon. De toute façon, il fallait bien, à un moment donné, dans une rivalité, il faut bien qu'il y ait un gagnant. Hein. Donc voilà, que le gagnant soit de cet épisode-là ou dans 2 épisodes, et à un moment donné, il fallait le traiter. Donc le plus tôt, entre guillemets, le mieux pour justement préparer la suite, enfin préparer autre chose derrière. Donc non, c'est bien qu'il meurt. C'est très très bien. Et puis au pire, on l'a vu, hein, le trident de Poséidon. Il a juste détruit les malédictions, il n'a pas détruit la sorcellerie, et on voit bien qu'il y a des sorcières qui existent encore, donc on fait pas de soucis pour lui. En plus, pour une fois qu'il fait un acte héroïque, on va quand même pas le blâmer, hein. Oui, bon, c'est son seul acte héroïque, ok, mais on le sent venir quand même cet acte héroïque, donc en soi, on voit le personnage changer dès qu'il découvre que c'est sa fille, etc. Donc ça, c'est pas déconnant. Par contre, est-ce qu'on peut parler de l'idylle de sa fille, donc de Karina, avec Henry Turner? Parce que alors là, j'avais l'impression de faire un copier-coller d'Elizabeth Swann avec Will Turner, où lui, donc du coup Henry Turner est fils d'un père qui a une malédiction, Will Turner c'est pareil, c'était le fils d'un père qui a une malédiction, donc les deux n'ont pas connu leur père à cause de cette malédiction. Déjà là, c'est... voilà. Et elle, bon, par contre, au lieu d'être richissime fille de mère, par contre, elle est considérée comme sorcière, mais surtout c'est une scientifique, donc c'est quelqu'un d'un peu plus intellectuel, entre guillemets, et moins dans le manuel, parce que... Voilà. Et donc du coup, ça fait vraiment, je trouve, copier-coller leur idylle avec le premier opus. Tu vois, quand je disais que le scénario c'était du vu et du revu, voilà, la preuve. Oui, bon, ok. Par contre, ce qu'il y a de nouveau dans le scénario, c'est le méchant quand même. Parce que alors ce méchant, on ne l'a encore pas vu, il était tout neuf, il était tout nouveau. Même si c'est un mort-vivant qu'on avait déjà vu des morts-vivants, c'est pas la même classe de mort-vivant, c'est-à-dire que le Black Pearl, enfin la malédiction du Black Pearl, le premier film, c'était juste on va dire les pirates du bateau qui étaient mort-vivants, alors que là, non, il y a le bateau qui est mort-vivant. D'ailleurs, le bateau a une forme un peu bizarre avec des sortes de tours, un peu château. Alors pour un bateau, c'est un peu intriguant, mais ça rendait bien, en tout cas, visuellement. Et puis le bateau, il vient s'ouvrir là pour revenir happer un peu les bateaux. Il y a aussi les requins zombies aussi, ça on n'avait encore pas vu. Alors bon, on avait vu le kraken, on avait vu les sirènes au dernier épisode. Donc voilà, on a des choses nouvelles, alors pas non plus extraordinaire, mais voilà, là il y a quand même du nouveau là-dessus, et c'est plutôt intéressant, au final. Oui, non, clairement. Clairement, ce méchant, je suis d'accord, c'est rare, mais je suis d'accord avec lui. Le méchant est plutôt pas mal. C'est en plus un chasseur pirate, alors même si les Anglais, à un moment donné, on en avait un qui était chasseur pirate, c'était jamais vraiment le grand méchant, le grand méchant c'était le Londres des volants, Barbossa, etc. Donc, ces chasseurs pirates ont toujours été au second plan, et là ils les mettent en premier plan, donc non, ça va, très bien. Alors par contre, ce qui fait plaisir, c'est que durant ce film, ils ont fait quelques caméos intéressants d'anciens personnages qui étaient des personnages de second plan dans les 3 premiers opus et qu'on revoit là de nouveau en second plan. Et ça fait plaisir de les voir. Je pense notamment à Marty, qui est le petit homme. Je pense aux 2 Anglais qui sont devenus pirates. J'ai perdu leur nom. Les 2 que tu cherches, c'est Murtagh et Mulroy. Les 2 Anglais. Ah oui, Murtagh et Mulroy, voilà. Les fameux 2 Anglais sont devenus pirates, du coup, au service de Barbossa. Ils ont eu un parcours compliqué, apparemment. Hein, mais bon, bref. Il y a aussi 2 personnages qu'on revoit, qui étaient des personnages principaux dans les 3 premiers opus, et qu'ils ont disparu à l'épisode 4, et qu'on revoit, mais juste assez, c'est-à-dire pas beaucoup, c'est Elizabeth Swann et Will Turner.
Je dois avouer qu'à partir du 3, j'ai commencé à faire une overdose de ces deux personnages-là, leur histoire d'amour, etc. Ça devenait un petit peu lourd en fait. Ça fait du bien de pas les voir dans le 4, mais quelque part ça manquait dans le 4 de pas les voir parce que il y a eu une rupture franche, parce que ça faisait partie avec Jack, ils avaient une sorte de trio amoureux un peu compliqué, qui était présent, qui était omniprésent, qui était justement peut-être dans le troisième, c'est entre le 2 et le 3, c'est ce qui a rendu aussi les choses peut-être un peu lourdes. Et dans le 4, on les a pas, alors ça a manqué d'un coup, et là on les revoit, mais alors juste assez pour pas faire d'overdose. On sent qu'ils préparent la suite de l'histoire avec eux, parce que quand on voit la scène post-générique, clairement, la suite va tourner sur eux. Alors est-ce que vraiment la suite tournera sur eux, je ne sais pas. Parce que quand on voit la scène post-générique du 4, voilà. Mais en tout cas, ça fait plaisir de les voir. Ah non, moi, il m'avait pas manqué du tout. Mais alors, du tout. Hein. Alors là, pas du tout. On les voit peut-être même un petit peu trop. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir de les revoir, mais disons qu'en fait, la scène post-générique, on rêvait tellement de voir cette scène où les deux étaient dans le même lit que voilà, en fait. C'était trop facile, en fait. C'était trop facile. Parce que même pas on voit Will Turner essayer d'aider son fils ou autre. Will Turner, ils auraient pu avoir l'option de facilité. Par contre, ça aurait été une option de facilité, j'aurais râlé aussi pour ça. Mais ils l'ont pas pris, ce qui est à la fois bien, mais du coup, il est pas assez présent. Enfin, c'est un peu comme si c'était amené sur un plateau, cette histoire de ils sont dans le même lit ensemble à la fin, et tout est beau, tout est rose. Il est jamais content. Rien ne lui va, ça. Oh. Il est casse-bonbon, hein. Il est jamais rien qui va avec lui. Bref, parlons maintenant des deux petits nouveaux qui sont au final pas trop mal. Non, mais on en parle de l'actrice qui joue Karina, là, parce que entre nous, voilà quoi, c'est pas exceptionnel non plus, hein. Elle a eu quoi elle a eu le casting dans un Kinder Surprise, c'est quoi l'histoire? Parce que bon, le jeu d'actrice qui est pas médiocre, mais il est loin d'être au niveau des autres, quoi. Oui, bah c'est sûr que si tu compares Karina à Johnny Depp, voilà quoi. Non mais oui, elle a peut-être pas le niveau. Enfin, j'ai vu quand même un article sur elle où elle disait quand même que c'était assez intimidant de jouer avec Johnny Depp parce que Johnny Depp il se met tellement dans son personnage, il improvise en plus à certains moments. Donc c'est sûr que pour quelqu'un qui a du mal, enfin qui s'adapte mal ou qui a peu du mal, forcément c'est plus compliqué. Ils ont été plusieurs à le dire qu'ils étaient nouveaux sur ce tournage. Sur les nouveaux, il y a plusieurs à dire que c'était compliqué de tourner avec Johnny Depp vu qu'il improvisait un petit peu tout le temps. Quoi. Donc, on peut pas trop lui mettre la faute. Bon, elle est peut-être un petit peu en deçà, mais après, c'est pas non plus pourri. Pas non plus exagéré. C'est pas ça. Clairement, ça passe. Ça m'a pas choqué, moi. Ça m'a pas choqué. Par contre, s'il y en a un qui est un jeu d'acteur plutôt intéressant, c'est le méchant. Salazar. Alors, ils ont trouvé un acteur monstrueux pour jouer ce personnage. Ça apporte beaucoup de choses. Enfin, il a une gestuelle, alors bon, il y a les effets spéciaux qui aident beaucoup, mais si on a les effets spéciaux, on voit sa gestuelle, on voit sa manière de marcher, on voit qu'il s'imprègne du personnage, tout comme peut le faire Johnny Depp. Au final, Johnny Depp, je pense que sur les lieux de tournage, une fois qu'il est déguisé en Jack Sparrow, c'est Jack Sparrow, quoi. Et pour Salazar, je pense que c'est à peu près pareil. Clairement, il est quand même, il est badass quand même, comme acteur. Oui, non, globalement, oui, le méchant est bien. Par contre, le thème musical qu'ils ont fait autour de Salazar et de ses sbires, ça laissait à désirer. C'était pas exceptionnel, quand même. Oui, bah, Geoff Zanelli, c'est pas Hans Zimmer. Ça, malheureusement, Hans Zimmer, il y en a qu'un. Hein. Voilà. Mais, globalement, il a repris le thème d'Hans Zimmer, il s'est arrangé pour que les thèmes qu'il ait rajoutés, donc notamment le thème de Salazar, soient en accord avec ce qu'il a repris dans Zimmer. Donc, ça passait pas trop mal en fait, ça m'a pas tant dérangé que ça. Je suis sorti du ciné en me disant, sans que c'est pas Hans Zimmer qui a fait certains thèmes. Bon, ah, c'est vrai. Mais voilà, sans plus, c'était pas choquant, c'est plutôt bien passé. Plutôt bien passé. Côté effets spéciaux, c'était plutôt pas mal. Je dois avouer qu'avec la 3D, notamment sur les scènes sombres, il y a eu pas mal de zones un peu de flou. Je suis pas du
du tout un fan de 3D. La plupart du temps, je vais essayer de voir les films en non 3D, mais vu que là j'étais à une avant-première, on peut pas... Il n'y en a pas des kilomètres des avant-premières, donc je suis allé le voir en 3D, généralement j'évite d'aller voir en 3D parce que je n'apprécie pas la 3D, pour la simple et bonne raison que je ne la vois pas. Voilà. Donc voilà, mais ça n'empêche pas d'avoir des films en 3D, je vois comme un film normal, mais par contre, oui, j'avais des zones de flou, moi, sur les parties sombres, c'était pas exceptionnel. Alors je sais pas pour les gens qui voient en 3D si la vraie 3D, enfin, si la 3D était bien, mais voilà. Et sinon, on en parle du fait qu'il y ait certains morts-vivants qui n'aient pas de certains membres rattachés au corps, etc., puis qu'ils arrivent quand même à bouger, ou on voit clairement certains qui ont le haut de la tête, pas le milieu, mais qui ont le menton, et comment ça tient, tout ça, enfin, je sais pas, c'était un peu bizarre, puis alors, Salazar, n'en parlons même pas, le mec il marche, il a les cheveux en 0G, là, en apesanteur, ouh, ça flottille. Oui, bah écoute, ça apporte un peu de nouveauté, toujours prêt à râler. Non, mais c'est vrai que c'est un peu intriguant, mais ça apporte, je sais pas, quelque chose de neuf, justement, c'est pas plus mal, parce que on a eu l'habitude des morts vivants totalement en squelette. Là, bon, bah c'est pas les squelettes, c'est des morceaux. Oui, au début c'est un peu choquant, enfin c'est un peu bizarre, mais non, c'est pas plus mal, enfin moi ça m'a pas dérangé plus que ça. Par contre, oui, les cheveux en 0G, ça c'était un peu bizarre. Mais bon, la magie, la malédiction, tout ça, pas chercher à comprendre. Bref, pour conclure, pour la note que j'attribue à ce film, j'attribue un 4 étoiles sur 5. Pour la simple et bonne raison que même si c'est côté un petit peu histoire et tout, un peu du vu et du revu, c'est quand même quelque chose qui marche. J'ai passé un bon moment, ça faisait plaisir après le 4ème de revoir ça, donc t'as bien dit 4, mais c'est surnoté cette histoire. Non, allez, tout au plus 3, mais pas bien plus. Scénario vu, revu. Non, ça vaut pas 4. Ah non. Non, par contre, là, 3, c'est sous-noté. Là, je dois avouer avoir hésité entre 3,5 et 4, et j'ai mis 4 pour la simple et bonne raison que... voilà, ils ont fait mieux que le dernier opus, et j'ai envie de leur donner un petit élan, et leur dire, allez, hop, continuez. Donc, 4. C'est ce qui a fait pencher la balance vers 4, puisque ça reste quand même un bon film, on sent qu'il prépare la suite. Alors oui, ils auraient pu faire d'autres choses différemment, ils auraient pu essayer de révolutionner, parce qu'il se passe beaucoup de temps dans notre temporalité à nous, entre le dernier film et celui-là, et aussi dans le film, parce qu'il se passe beaucoup de temps dans le film, donc ils auraient peut-être pu justement essayer de révolutionner un petit peu des choses, de voir, je sais pas, un Jack Sparrow beaucoup moins présent, et d'axer l'histoire sur d'autres personnages, comme Gibbs, comme Barbossa, comme... non, en fait, non. Très mauvaise idée. Bref. Pourquoi ils auraient pu faire d'autres choses, ils auraient pu en profiter, de révolutionner certaines choses, mais... bah, ils ont pris une recette qui marchait, parce que c'est vrai que le 4 avait beaucoup déçu, donc... quelque part, c'est pas plus mal, ça prépare l'avenir, et espérons que l'avenir soit un petit peu meilleur, enfin pour Pirates des Caraïbes, qu'il s'améliore vraiment, et qu'il retrouve l'engouement qu'on avait pour les 3 premiers opus. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette critique ciné subjective, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à ne pas aimer, donc le pouce bleu, pouce rouge, à commenter si vous voulez qu'on discute de ça en texte, aucun souci, je discuterai avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé, et à bientôt pour une prochaine critique ciné subjective. Ciao ciao.